Voilà. Il faut que, j'allais dire, le changement ait du sens. Et du sens, pourquoi? Et du sens d'abord pour qui? Et du sens pour la notion que nous avons déjà vue, les parties prenantes. Alors, il s'agit de développer ici, j'allais dire que il faut, pour que ce changement soit accepté par les parties prenantes, qu'il ait du sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer la structure. Pour changer, il faut réaliser un objectif. On pense donc à informer les acteurs et à perfectionner les outils donc à mettre en place. On va parler effectivement de parties prenantes et j'allais dire, mais la problématique, c'est une problématique plus de regard des parties prenantes par rapport au changement, puisque la perception qu'en auront les parties prenantes dépend avant tout de la lecture qu'ils sont capables ou pas de faire de tout ce qui est proposé par les dirigeants. Donc ça a du sens, il faut que ce changement ait du sens. En gros, il faut se poser la question pourquoi ce projet, quelle est sa légitimité et enfin où cela mène-t-il. Donc l'idée principale, effectivement, c'est que tout changement accepté doit avoir du sens et que ce sens soit compris par les parties prenantes. En effet, de nombreux échecs, j'allais dire, ne sont pas liés à des erreurs techniques ou à des maladresses, donc, puisque, j'allais dire, souvent, j'allais dire, la technostructure, j'allais dire, fait bien les choses, mais par contre, le changement, c'est traduit par un échec du fait de l'incapacité à faire partager aux acteurs concernés la véritable signification donc, du changement. Donc, avant tout, pour qu'un changement puisse, j'allais dire, réussir, il faut qu'il ait un véritable sens. C'est pour cela que c'est la première démarche, peut-être, pour les promoteurs donc, du changement, au moins de communiquer le sens au changement. Bien entendu, on peut traiter, si vous voulez, différentes raisons ou différentes raisons de l'échec donc d'un changement. Première des choses, parce que la vision même du changement est contestée par l'ensemble des parties prenantes donc de l'entreprise, à savoir le personnel, les fournisseurs, les financiers, les banques ou les analystes, donc qui n'ont pas véritablement saisi pourquoi il fallait changer. Donc, première des choses, l'idée c'est contester, si vous voulez, la vision que le manager a du changement. Ensuite, il faut bien que, j'ai dit la deuxième raison apparaît un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut bien que le manager soit sûr du sens de ses réformes. Hein. On est bien d'accord que, j'allais dire, l'incompréhension peut être diverse, mais surtout, les managers, les dirigeants n'étaient pas sûrs du sens des réformes. Et nous avons vu surtout que pour qu'une réforme puisse être, j'allais dire, acceptée, il faut que le sens soit accepté et compris. Donc déjà, si les dirigeants ne sont pas sûrs de le sens du changement, vous imaginez les parties prenantes. Ensuite, effectivement, il faut que le débat, que le changement même pensé à l'origine, donc dérape, car les justifications avancées font l'objet d'un débat. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord sur, j'allais dire, le sens à donner au changement. On va pouvoir donner des exemples. C'est le cas, si vous voulez, des restructurations qui n'étaient pas véritablement justifiées par la dureté de l'environnement. Il y a un débat sur, j'allais dire, le diagnostic même de l'environnement ou la pression des actionnaires. Ces mesures sont présentées comme devant sauver l'entreprise. Sont-elles durables? Quel est le vrai projet de la direction? Donc là, effectivement, vous avez une certaine divergence. Ensuite, la fonction, bien entendu, contrôle de gestion, donc est confrontée à cette question de sens. Elle ne peut y répondre seule. Et vous avez effectivement la fonction RH qui est également très concernée par ce sens donné donc au changement. Elle peut en faire prendre conscience aux autres et aider la direction à avoir un message clair. Donc,
Les échecs, effectivement, c'est d'avoir une vision relativement contestée, je vais dire, de ce changement, au regard tout simplement que les dirigeants eux-mêmes ne sont pas sûrs du sens à donner au changement, que des divergences apparaissent quant à la justification donc du changement. Donc tout cela vient d'une seule question, la question de sens, du sens donné donc au changement. Donc une problématique déjà intéressante à développer, à savoir que tout changement réussi doit avoir un sens et ce sens doit être compris de toutes les parties prenantes donc à ce changement. Qu'est-ce que le changement? Alors d'abord, soyons clairs. On parle généralement du changement, mais en fait, les entreprises sont confrontées à de multiples changements. C'est pourquoi, en fait, nous pourrions, à la limite, parler des changements. Bon. Alors, souvent, vous avez des espèces d'incantations qu'on appelle « change or die », changer ou mourir. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le changement est l'acte par lequel une organisation se modifie, ou est modifiée dans quelques-uns de ses caractères les plus fondamentaux. Bon. Alors, vous pouvez avoir des petits changements, des petites organisations, des déplacements de bureaux. Ceci n'est pas très grave. Mais pour Michel Crozier, auquel j'aime bien me référer, parce que c'est un grand sociologue des organisations, dois-je dire aussi, c'était le premier professeur de management et de sociologie des organisations qui a été professeur permanent dans une grande université américaine, à Princeton. Eh bien, il disait d'abord, c'est la transformation d'un système d'action. C'est-à-dire qu'il y a système et action. C'est-à-dire transformation dans le jeu des acteurs et dans la marche totale du système. Bien. C'est pas donc uniquement une solution de crise, mais c'est souvent un problème en soi à gérer. Bien. C'est le problème qui fait que les organisations peuvent être confrontées à des changements structurants, c'est-à-dire aussi des changements qui peuvent changer les équilibres humains. Bien. Alors, je vais donner un exemple pour les étudiants, les apprenants. Il se trouve que nous ne sommes plus jeunes, je ne suis plus tout jeune, mais j'ai pu voir l'effet, par exemple, de la mixité dans des grandes écoles de commerce. Il se trouve que lorsque j'étais étudiant, HEC, ESSEC, ESCP n'étaient pas accessibles aux jeunes filles. Je dirais même, elles étaient interdites aux filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque la mixité fut acquise, eh bien, elles troublèrent les routines. Elles avaient envie véritablement de réussir et elles ont véritablement aussi, en gros, un peu boosté les gens à être quelquefois plus sérieux et à être plus travailleurs. Je ne veux pas dire que les gens n'étaient pas travailleurs, mais enfin, si vous voulez, il est vrai que l'atmosphère des écoles a fondamentalement changé. Bien. Alors, de la même manière, pourrais-je vous dire, mon premier poste véritable de cadre d'entreprise, puisque j'étais cadre d'entreprise, j'étais dans une grande entreprise du CAC 40 que je ne nommerai pas. À l'époque, sur 3000 cadres, il y avait une femme. Voilà, bien. Donc les valeurs viriles étaient mises en cause en avant dans le travail et même dans les activités extra-professionnelles, notamment les activités sportives. Bon, nous n'avions que des activités. On mettait en avant le rugby, même s'il y a du rugby féminin, mais enfin à l'époque ça n'était pas tellement. Mais enfin, c'était ceci. Bien. Et c'est vrai que l'atmosphère a complètement changé et même l'organisation des journées de travail. Bien. Alors ce sont des exemples, des petits grands changements voulus, subis. Bon. Des changements sont voulus, ou quelquefois les changements sont subis. Bien. Alors, si vous voulez, c'est pour ça que le changement est souvent analysé à ce moment-là comme la rupture avec un passé traditionnel, bridant la liberté. Bien. Alors, bien. Les changements radicaux sont souvent quand même rares.